Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision du service public. Exceptionnellement, ce soir, nous irons hors du Bénin pour tenter de décoder le projet annoncé de politique africaine du nouveau président français. Élu le 7 mai dernier, Emmanuel Macron a été investi ce dimanche à l'Élysée, 8e président français de la 5e République. Quels sont les grands axes de sa politique africaine? Qu'attendent les Africains sur les questions liées à l'immigration, la lutte contre le terrorisme, l'aide au développement et les économies africaines? La démocratie et les libertés en Afrique, va-t-il pouvoir changer l'image de la France-Afrique? Pour en débattre ce soir, j'ai comme invité M. Mohamed Saliou Yessoufou, journaliste, directeur de publication de Afrique Diagnostic. C'est l'un des anciens de l'ORTB. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Pour la jeune génération qui ne vous a pas connu, je peux faire un peu de pub, entre guillemets. Vous avez été notre présentateur vedette dans les années, rappelez-moi. Merci, merci. Dans les années 80-90. Voilà, présentateur du 20h. Deuxième invité, Maître Saliou Saka, avocat, patron du cabinet Bénin Equity Consulting Investment Finance. J'ai bien prononcé? C'est bien ça. Bonsoir, Maître Saka. Bonsoir, Monsieur Marat. Et celui qu'on ne présente pas, il est habitué de notre studio, Francis Lalayet, expert en gouvernance politique. Bonsoir, Monsieur Lalayet. Bonsoir, Monsieur Marat. Voilà donc pour la présentation de mes invités. Pour démarrer cette émission, juste un regard rétrospectif. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de la politique africaine de François Hollande avant de parler de Macron? Il vient de céder, comme on dit, la gouvernance de la France. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Quand on parle de Mitterrand, on retient le discours de la Baule qui est conditionnait l'aide à l'ancrage démocratique. Quand on parle de Sarkozy, on retient peut-être, j'allais dire, la fin du colonel Kadhafi, Gbagbo à La Haye. Qu'est-ce qu'on va retenir du président Hollande? C'est une excellente question que vous posez d'entrée de jeu. J'étais en janvier dernier à Bamako, au Mali, où s'est tenu le sommet France-Afrique, ou Afrique-France plus exactement. Ouais. Et François Hollande a prononcé un discours qui a fait mouche. Et Ibeka, qui était le président du sommet, Ibrahim Boubacar Keïta, pour ne pas le citer, a dans son discours sorti deux mots chocs qui ont fait vibrer toute la salle et tous les journalistes se sont mis à écrire, à se poser des questions. Il a dit de François Hollande, le chef d'État français le plus sincère et le plus loyal. Sincérité et loyauté. À qui? À l'Afrique, c'est ça? Non, il disait ça de François Hollande. Bien sûr. Il a dit François Hollande était le président français le plus sincère et le plus loyal de tous les présidents de la 5e République. D'accord. Excusez du peu. Pourquoi il a voulu dire ça? Que ce monsieur a beaucoup fait pour l'Afrique. Pour l'Afrique, d'accord. Ça, je peux vous donner quelques petits exemples. L'intervention au Mali, ce n'était pas du tout un cadeau, c'était pas du tout garanti. Barkhane. Et ça continue toujours. L'intervention en Centrafrique, ça a été vraiment un grand cadeau de François Hollande pour l'Afrique. Donc, même si on peut lui reprocher quelques petites choses par ailleurs. Très bien. Maître Saka, vous retenez également Barkhane, Sangaris ou autre chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Mohamed Youssoufou Saliou lorsqu'il dit qu'effectivement François Hollande pour l'Afrique a fait beaucoup, parce qu'effectivement il ne faut pas oublier que les djihadistes étaient pratiquement à Bamako, hein, pas loin de Bamako, donc il a fallu prendre cette décision, intervenir, prendre ses responsabilités, et effectivement je pense que rien que pour ça l'Afrique a voilà, un devoir à l'égard de reconnaissance. Une dette de reconnaissance. Voilà, à l'égard de François Hollande. Monsieur Lalayet, quand on dit ça, pour ne pas revenir sur la même analyse, quand on dit ce que je viens d'entendre, on oublie tout de même que, entre guillemets, hein, il a regardé un certain nombre de dirigeants qu'on dirait autocrates, certains mal élus, je n'ose pas citer de nom pour ne pas avoir des problèmes diplomatiques, mais il y a des chefs d'État
que la France a regardé en sachant que, bon, ils ne sont pas élus dans les normes démocratiques. Qu'est-ce que vous en dites? Sans citer les noms. D'abord, je partage l'analyse des autres. Oui, je partage les avis qu'ils ont eu sur cette question. J'ajouterais simplement que la politique et surtout la diplomatie ont ceci d'ingrat que ce que vous faites n'est pas nécessairement visible. Vous avez quelques résultats visibles de tous, mais vous avez beaucoup de choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas visibles du grand public. Et c'est vraiment intéressant ce que disait M. Youssoufou Saliou en reprenant les mots de Ibeka, comme on l'appelle. Sincérité, loyauté, dans ce domaine, ce n'est pas ce qui est le plus répandu. Je pense que François Hollande me donne l'impression, ce que je retiens de lui aussi, et ça me permet de répondre à votre question, c'est aussi l'image d'un homme qui n'a probablement, qui d'une part a été, comment dire, obligé par les circonstances d'aller vers des choses qu'il n'imaginait probablement pas lui-même au départ, style intervention au Mali. Justement, lui, il avait plutôt envie d'effacer un peu l'image de la France gendarme de l'Afrique, une image interventionniste. Il a été contraint. Donc, d'un côté, il s'est retrouvé contraint de faire des choses, qu'il n'aurait probablement pas choisies. Et de l'autre, les circonstances, c'est un peu paradoxal, mais de l'autre côté, les circonstances ne lui ont pas permis d'aller jusqu'au bout de cette sincérité, jusqu'au bout je dirais même de cet amour, parce qu'effectivement, je crois qu'il est beaucoup moins hypocrite que la plupart. Et je suis tout à fait d'accord avec cet élément. Je crois qu'il est beaucoup moins hypocrite que la plupart. Mais quand on regarde les conditions dans lesquelles le président gabonais a été élu, quand on regarde le Congo démocratique, est-ce qu'on ne se dit pas que la France aurait pu faire quelque chose? Non, je crois qu'il a été rattrapé par un certain nombre de réalités. De la même façon que la réalité l'a rattrapé en l'obligeant à intervenir, ou alors c'était le djihadiste qui prenait le pouvoir à Bamako, et imaginez les conséquences dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il a été appelé par les Africains. Il a été appelé par les Africains. De la même façon, la réalité l'a rattrapé, mais de façon paradoxale, en lui imposant de composer avec des gens que manifestement, et je crois qu'il n'a raté aucune occasion, on sentait comme une espèce d'aversion de l'homme, mais pas du politique. On voyait bien que c'était une histoire de cœur et de raison. Et donc la raison d'État. Un autre élément qui illustre également qui illustre encore les deux aspects que je viens de donner, c'est ça, c'est le fait que justement, vous voyez, dans un contexte où, en combattant certains régimes mal élus, vous ne maîtrisez pas nécessairement ce qui surgira. Qu'est-ce qui y fera suite? Vous ne le maîtrisez pas nécessairement. Dans un contexte où il n'y a pas de menace terroriste ou de ce genre, ok, vous pouvez prendre ce risque. Mais dès que vous avez ce type de menace, en faisant ça, vous pouvez faire le lit. Vous êtes prudent, donc. Il faut être prudent. Je pense qu'il faut être réaliste. Très bien. Monsieur Mohamed Youssoufou, oui. On vient au président actuel de la France, qui a lu son premier discours d'investiture. Dans ce discours, je n'ai pas senti une évocation de l'Afrique. Il a souligné sa volonté d'aller au bout de ses réformes. Il a rendu hommage à ceux qui l'ont précédé, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, etc. Et quelque part, il dit, c'est peut-être le seul endroit où il fait allusion à l'Afrique. Nous prendrons nos responsabilités pour apporter chaque fois que cela sera nécessaire une réponse pertinente aux crises contemporaines. Et dans les crises, il cite ce qu'il appelle les dérives autocratiques. Est-ce que quand il dit ça, il pense à l'Afrique? Nécessairement, nécessairement, il pense à l'Afrique en le disant. Ce discours d'investiture, comment vous l'avez apprécié? Moi, j'y sens une absence. Moi, je sais par expérience qu'il ne faut pas tout de suite jeter le bébé et l'eau du bain. Il faut lui donner du temps. Il faut du temps au temps. C'est ça. Il vient d'arriver. On ne le connaît pas parfaitement, on ne le connaît pas très bien, on ne connaît pas avec qui il va composer, on verra. Il va former son gouvernement avec qui sera son ministre des Affaires étrangères, surtout
Parce qu'on parlait tout à l'heure de Hollande. Qu'est-ce que Hollande a dit à Bamako dans son discours? Il a parlé de l'aide au développement. Parce qu'il sait ce que représente l'aide au développement. On viendra à l'aide au développement. Il a parlé de partenariat. Et ça, c'est très important. Et le partenariat, dans le mot partenariat, il y a quoi? Il a parlé d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça, c'est des mots forts. Oui, des mots forts. C'est des signaux. Oui, des mots forts, mais à son départ, je ne sais pas si le partenariat a été gagnant-gagnant entre l'Afrique et la France. Oui, monsieur. Je vous dise que si vous comparez Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy à ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, aux actes que lui il a posés avant son départ, il n'y a pas photo. Oui, et je reviendrai là-dessus. Oui, donnez des exemples. Oui, on va y arriver, mais donnez déjà des exemples. Je peux vous donner des exemples déjà. Par exemple. Giscard, sous le règne de Giscard, qu'est-ce qui a été fait? C'est Giscard qui a imposé la carte de séjour aux étrangers en France. Giscard est de la droite. Quand Mitterrand est arrivé en 81, qu'est-ce qu'on retient de Mitterrand? Je reviendrai encore sur Giscard, hein, pour vous dire que Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Valéry Giscard d'Estaing, est-ce que vous vous rappelez de l'affaire des diamants de Bokassa? On va revenir sur cette histoire. Des détails, je peux vous Oui, non, mais moi je veux des détails sur ce que Hollande a fait, pas ce que les autres n'ont pas fait. Bon. Je veux des exemples sur ce que Hollande a fait, pas sur ce que les autres n'ont pas fait. Écoutez, moi, ce que je sais... Vous avez donné le cas du Mali, de Sangaris en Centrafrique. Le cas de Mitterrand. Qu'est-ce que Mitterrand a fait durant son règne? Mitterrand a promis beaucoup de choses. Moi, j'étais jeune. J'ai évoqué le discours de la Baule. À l'idée de voir enfin un socialiste au pouvoir. On a été déçus par le durcissement de l'obtention de la carte de séjour. D'accord. Madame Edith Cresson, pour ne pas la nommer, Premier ministre de Mitterrand, après Michel Rocard, a dit publiquement à l'Assemblée nationale: la France ne peut pas contenir, toute la misère du monde. Est-ce que vous vous rappelez? Bref, donc Hollande, vous dites Hollande, c'est l'Africain, comme on disait aussi de Chirac. J'ai vu de Hollande, je peux dire que Hollande mérite mieux que tout ce monde-là. Très bien. Oui, vous voulez ajouter? Je voudrais simplement dire 3 choses. Première chose, c'est que tous les présidents français de la Ve République, du général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, ont apporté de belles choses. Ils ont fait de belles choses, mais il y a également des choses qui n'ont peut-être pas été faites. D'accord. Donc, en ce qui concerne la deuxième chose, en ce qui concerne François Hollande et Mitterrand aussi, pour rebondir sur ce que Mohamed Youssoufou Saliou disait, il ne faut pas oublier que la conférence nationale béninoise a pu avoir lieu juste après le discours de la Baule. Et que si nous avons pu donc passer d'une période quand même difficile pour notre pays à une période apaisée, c'est parce qu'à la Baule, il y a eu ce discours en disant voilà, nous allons accompagner les pays africains vers leur processus démocratique. Je voudrais vérifier. Je suis en train de réfléchir. Je voudrais bien me. C'était un peu avancé. C'était en janvier, février, la conférence nationale. Et le sommet de la Baule, je crois, en avril. C'est bien après. Voilà. Il en a fait l'hôtel central du sommet. Je suis d'accord avec ça. Dessus pour tout à fait important à rectifier parce que je réfléchissais que la Baule, c'est bien après Cotonou. C'est après Cotonou. On est d'accord. C'est après Cotonou, mais peu d'importance. Oui, voilà. Mais comment dire, c'est parce qu'il y a eu ce discours que nous avons pu accomplir tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, le président Mitterrand... Mais j'étais en train d'évoquer le discours d'investiture du président Macron, parce qu'on ne va pas passer la soirée avec Hollande. Oui. Et je disais, j'ai senti une espèce d'absence. Et Mohamed Youssoufou a dit, bon, traditionnellement, ce n'est pas dans ce discours qu'on retrouve toute la philosophie, la politique africaine d'un président français. Tout à fait. Alors, Emmanuel Macron, moi, je peux vous en parler. Voilà, allez-y. Parce que je viens d'Amiens. D'accord. Voilà, j'ai passé plus de 20 ans de ma vie à Amiens. D'accord. J'ai fait toutes mes études à Amiens. Je suis arrivé à Amiens à l'âge de 18 ans. D'accord. Mes études de droit. Allons dans les grands axes, donc déjà de la Macron aussi et Macron est d'Amiens. D'accord. Macron, il faut savoir que aujourd'hui,
ces deux barons de deux villes, à savoir des notables de deux villes, Amiens et Le Havre, qui se sont unis et qui ont pris le pouvoir aujourd'hui à l'Élysée. Donc, oui, Emmanuel Macron a fait du thème central de son discours d'investiture la renaissance de la France. Il veut s'inscrire dans la tradition de tous les présidents, et j'irais même plus loin dans l'histoire, parce que Philippe le Bel, un roi moderne et renaissant aussi, a opté pour la Renaissance. Vous nous plongez dans l'histoire de Louis XIV, c'était aussi la Renaissance. Emmanuel Macron s'inscrit peut-être dans la tradition purement française de la Renaissance. Il veut relever la France, et c'est peut-être pour ça que l'Afrique et les autres pays du monde sont pour l'instant un peu absents de son discours. Après, on verra ce qu'il fera. Mais le thème central qu'il a voulu mettre en avant, c'est la renaissance de la France. La France. Après, il a parlé d'une Europe plus efficace et plus politique. Absolument. Donc l'Afrique, on verra plus tard, c'est ça? D'un point de vue général, M. Lalaye, moi j'ai lu une déclaration de notre compatriote que l'on dit très proche de lui, Jules Armand Agnambossou. Apparemment, ils ont fait l'ENA ensemble, l'ancien ambassadeur du Bénin en France, et qui résume un peu la politique annoncée par Macron. Et il dit ceci, que ce sera une politique transversale qui rompt avec la segmentation par thème et par politique connue jusque-là. Donc désormais, la politique française sur l'immigration, le développement, la sécurité devra connaître une participation des Africains. Il parle même d'un conseil présidentiel pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un mot sur la question précédente, juste pour dire que je crois qu'il faut réciter les choses. Le discours de Macron aujourd'hui s'adressait en priorité aux Français. Parfait. Et au-delà des Français, à l'Europe, puisque pour lui, les deux sont au même niveau. Parfait. Voilà. Donc, il n'a pas parlé des États-Unis, par exemple. Il n'a pas parlé du Japon, de la Chine, etc. Il n'a pas parlé de l'Afrique non plus. Encore que même quand il s'amuserait à parler de ces différents thèmes-là, il n'est pas évident que l'Afrique est la priorité, parce qu'il y a également la sincérité des gens qui l'écoutent. Donc c'est un peu ciblé aussi comme discours. Mais effectivement, il a plein d'occasions de préciser sa politique africaine. D'accord. Donc maintenant, je n'ai pas suivi la déclaration de M. Agnambossou, mais effectivement, je sais... Il parle d'une participation qui sera beaucoup plus active des Africains dans tout ce qui va concerner la politique... Je ne suis pas surpris d'entendre ça, parce que c'est peut-être ça qui va faire la différence. Macron est beaucoup plus jeune. Ce n'est pas sa jeunesse en fait qui m'intéresse ici, mais c'est le fait qu'il n'a pas été moulé, il n'est pas tributaire de l'héritage de ses prédécesseurs. C'est ça. La plupart de ses prédécesseurs connaissaient les dirigeants africains, avaient avec plusieurs d'entre eux, bien avant leur entrée à l'Élysée, des relations personnelles. Certains avaient même des relations quasi-familiales. Il y a toute l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, toute l'histoire des réseaux, depuis les réseaux Foca jusqu'à ce qui peut exister aujourd'hui. Macron n'a pas été moulé, parce que cet élément-là a fait un peu le background, pour utiliser ce terme, des différents dirigeants français de la Ve République sur l'Afrique. Parce que, quelque part, vous faites ce que vous êtes. Le reste, c'est une question de moyens, d'opportunités, de contexte, etc. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a une grande différence. C'est parce que la sensibilité n'est pas la même. En plus, il a l'avantage d'avoir vécu une partie de son enfance, je crois, au Sénégal, et d'avoir fait un stage au Nigeria. d'un an ou d'un peu plus d'un an au Nigeria, de l'ENA. Voilà, de l'ENA. Donc, ça lui donne une autre approche. Donc, c'est pour dire que l'approche, de mon point de vue, fait différente. Maintenant, le véritable obstacle pour moi, auquel il va être confronté, c'est quand même qu'il y a une machine. C'est quand même qu'il y a des réseaux, il y a des groupes qui sont structurés, qui sont installés depuis des décennies. Et qui arrivent, je pense, je le perçois comme ça de loin, qui arrivent à imprimer leur marque, à faire en sorte que
le président, quelle que soit sa bonne volonté, finalement rentre dans le moule. Donc, une grande partie du succès de ce qu'il a envie de faire dépendra de sa capacité à s'affranchir de ces moules qui existent déjà, qui préexistent, je dirais, et même peut-être à les refonder dans une certaine mesure. Un autre aspect par rapport à la question que vous posez, c'est que il parle beaucoup de responsabilité. Il parle beaucoup de responsabilité. C'est quelqu'un qui, semble-t-il, en tout cas pour ce que j'ai pu lire jusque-là, a eu beaucoup d'expérience au niveau de la société civile et tient à ce que la société civile participe davantage à la confection de la politique, à la formulation des politiques, à la mise en œuvre des politiques. Et donc là, les propos que vous rapportez de M. Jules Armand Agnan-Bossou vont exactement dans ce sens. Oui, mais là je rebondis. C'est très bien, c'est très bien ce que vous avez dit, c'est très bien ce qu'il a répondu. Seulement que moi, je ne suis pas dupe. Bon, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ça veut dire quoi? Vous avez dit quelque chose. Les réseaux existent depuis des décennies. Mais il peut attendez. Il va composer avec qui? Pas uniquement avec des hommes neufs. Il est obligé de composer et aussi bien avec la droite, et aussi bien avec la gauche, et parmi tout ce monde-là qu'il a soutenu, surtout au deuxième tour, vous verrez les dinosaures. Il y a des dinosaures qui sont parmi eux, qui connaissent bien l'Afrique, qui connaissent comment on peut tenir, excusez du peu, les couilles de l'Afrique, asphyxier l'Afrique, rendre l'Afrique fragile, faire de l'Afrique la chasse gardée de la France. Je vais revenir là-dessus, parce que nous irons tout à l'heure en profondeur en parlant de la situation économique et financière de l'Afrique. Oui, qu'est-ce que vous pensez, avant que je vienne à M. Saka, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux conseil présidentiel de l'Afrique qu'annonce M. Agnan-Bossou, composé à 50% de la diaspora et puis 50% de Français? Moi, ce n'est pas les discours qui m'impressionnent. Les discours ne m'impressionnent pas du tout en politique. Je connais suffisamment les politiciens pour ne pas croire seulement à leurs discours. Les discours n'engagent que ceux qui y croient. Moi, je suis très prudent, je suis journaliste, je veux voir quelqu'un poser un acte, et un acte fort, un acte qui m'arrange, un acte qui arrange la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine. Donc, je suis très, très prudent, je voudrais le voir à l'œuvre. Savoir que les choses ont changé, le monde nous regarde, il a parlé de renaissance, c'est parce que la France, à un moment donné, a commencé à dégringoler de sa place de première puissance en Afrique. Aujourd'hui, les Chinois sont là, d'autres partenaires sont là, ils sont prêts à nous aider, ils sont prêts à nous accompagner. Donc, les Français doivent absolument se remettre en cause, comme l'a dit le chef de l'État américain. Je reviendrai tout à l'heure sur ces propos. Monsieur Saka, vous qui connaissez mieux que nous qui sommes ici, Monsieur Macron, puisque vous parlez de sa région il y a un instant, c'est qui ces hommes? Vous les connaissez? Moi, j'ai lu la presse, on parle d'un certain Le Chevalier. On a évoqué le nom de Jules Armand Agnan-Bossou parce qu'ils ont fait l'ENA ensemble, la promotion Senghor. Beaucoup de gens disent qu'il est proche aussi de Lionel Zinsou parce qu'ils sont ex-banquiers. Oui. On n'a pas encore le Premier ministre, sauf à être démenti par l'actualité dans cette nuit. Est-ce que vous savez qui pourrait être le Premier ministre déjà? Alors, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, parce que lorsque je vous disais qu'effectivement, moi j'ai prêté serment à Amiens, pour la première fois, en 1994. Donc j'ai passé toutes ces années à Amiens à côtoyer ces notables qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Et alors effectivement, Emmanuel Macron a rassemblé autour de lui des hommes qui sont, comment dire, novices en politique. Ça veut dire que si je reprends Mohamed Youssoufou, hein, il ne pourra pas parler de l'Afrique sans se référer à ceux qu'il appelle les dinosaures, c'est ça? Non, mais ce que je voudrais dire, je voudrais juste dire qu'il a réuni autour de lui aujourd'hui des jeunes, des hommes neufs, novices en politique, mais qui ont effectivement des dinosaures derrière eux. Lorsque Mohamed Youssoufou Sadiou parle de dinosaures, je pense qu'il a fait référence à M. Édouard Philippe, qui est le maire du Havre, qui est un jupéiste patenté, donc quelqu'un qui a fait l'ENA aussi, donc qui est du système, et qui est Premier ministrable.
de la ville du Havre, et qui donc est amarré au courant jupéiste des Républicains, qui sont d'ailleurs peut-être en train de partir vers la République en marche. Donc on a une recomposition qui est en train de se faire, mais qui est en train de se faire avec effectivement des visages jeunes, neufs, mais avec des vieux poiscards de la politique derrière. Donc on peut imaginer que effectivement ça va être un peu difficile pour Emmanuel Macron d'impulser une nouvelle dynamique, parce que il est déjà lui-même dans le système. Mais pour faire simple, hein, quand on doit composer avec les gens de la droite, les gens de la gauche, éventuellement les gens du centre, qu'on a une politique africaine définie sur papier, comment on s'en sort? Ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de M. Bayrou, de quelqu'un d'autre pour définir sa politique africaine, c'est ça que vous êtes en train de dire? Alors je pense que Emmanuel Macron et toute sa garde, ils sont en train de miser sur une synthèse de ce qu'est la France, en fait. Hein. Parce qu'il faut connaître, il faut savoir ce qu'est la France. La France est un pays qui est contestataire, mais c'est un pays qui est aussi conservateur. Et aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est que les idées de la droite française, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, les idées de la droite française sont majoritaires dans le pays. Et Emmanuel Macron peut dire ce qu'il veut. Il vient d'Amiens, il vient d'une ville, qui est à droite depuis plus de 20 ans, qui est amarrée au Touquet Paris-Plage, donc qui est à droite aussi. Donc vous voyez cette nébuleuse, et il habite dans le 7e arrondissement à Paris, l'arrondissement le plus chic, le plus cher, dans lequel François Fillon habite aussi. Donc vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas non plus venir nous raconter des histoires en disant bon, l'Afrique ça sera beau, tout sera. Il faut la parole politique, elle est sacrée. Et c'est ce qui a fait, du tort à François Hollande, parce que François Hollande a été porté aussi dans l'euphorie du fait, voilà, mon ennemi sera la finance, mais son ennemi, cette finance, elle est toujours là. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est un ancien, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Marat, c'est un ancien de la banque Rothschild, ouais. D'accord ? Donc, qui a été formé peut-être par Lionel Zissou, qui était aussi de la banque Rothschild. Donc, on voit que lorsqu'on dit des choses, il faut mesurer la parole. Quand on est responsable politique, il faut mesurer sa parole. Et quand on dit quelque chose, il faut penser qu'on peut le faire. Monsieur Sakar, pour faire, ça c'est pas une question pertinente, hein, juste pronostiquer, il est allé à Alger en pleine campagne. Vous pensez que maintenant qu'il est élu, si on regarde l'Afrique, il pourrait aller où pour la première fois? Dans quelle capitale? Pronostic difficile? Dakar, Abidjan? Je penserais plutôt vers Abidjan. Ah. Pour retrouver un ancien de la finance aussi, peut-être. Alassane Ouattara. Bon, c'est pronostic. Moi, je dirais Dakar, parce que dans l'esprit de beaucoup de Français, l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, d'abord pour eux, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal dans la tête de beaucoup de Français. Quand vous êtes Français, je vais aller passer mes vacances en Afrique. En Afrique où? La première chose qui sort de la bouche des Français, au Sénégal, j'étais à Dakar. On va voir qui va gagner le million. Si c'était un pari. Bon, je pense deux choses. La première chose, c'est qu'on évoque, on annonce une visite, pas à l'Afrique, mais en Afrique. Oui. Qui serait vers les soldats français de l'opération Barkhane, très probablement. Au Mali. Donc ça serait alors le Mali de fait. Mais l'autre élément, c'est que le pays qu'il va choisir pour sa première visite officielle en Afrique va être extrêmement significatif. C'est ça. On va scruter pour savoir est-ce qu'il va, vous comprenez bien que s'il va vers certains présidents notoirement mal élus, ça serait un signal fort. Dans le sens négatif, non? Dans le sens négatif, ouais. Envoyé justement à ce qu'on considère comme la France-Afrique. S'il va vers un pays qui fait du respect des règles démocratiques, indépendamment des intérêts économiques, parce que les intérêts économiques ne coïncident pas toujours justement avec ça. Donc voilà un autre aspect. Est-ce que sa visite va avoir plutôt un caractère économique que politique? Le pays qu'il choisira tiendra compte aussi
de cet Marat, élément-là. il vient de dire quelque chose de très important. Monsieur Laleye, merci beaucoup pour l'avoir dit. Pourquoi vous dites la chose? La première chose que tous les Africains doivent scruter dans son discours, quand il viendra sur le continent, c'est d'abord le discours politique. Qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique? Est-ce que pour lui, l'Afrique est toujours la chasse gardée de la France? Ou le continent qui est-ce que vous vous rappelez de la visite de Sarkozy à Dakar, quand Sarkozy disait l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire? Ça choquait plus d'un, ça suscitait un tollé général. Tous les Africains étaient mécontents et lui-même, il l'a su, il a regretté après coup. Donc on va suivre les mots de ça, c'est très important. Et deuxième chose, vous allez parler des intérêts. Et là, je vais beaucoup insister ce soir là-dessus. Il faut qu'on sorte de la tête des Africains que les Français sont là pour nous aider. C'est faux. Disons-nous la vérité. Nous sommes entre adultes, nous ne sommes plus des enfants. Nous savons comment ça se passe, les relations internationales. Il n'y a pas d'amitié. La France défend ses intérêts. C'est ça, c'est une question d'intérêt. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Pourtant, en 1960, c'est vous qui avez dit tout à l'heure partenariat gagnant. Bien sûr, mais attention, entre les mots et les actes, c'est ce que je vous disais. Macron, c'est très bien, mais moi je voudrais le voir à l'œuvre. Je voudrais le voir faire. Est-ce qu'il va changer sa politique, son fusil d'épaule par rapport à ce que les autres ont utilisé jusque-là? L'arme économique. L'arme économique, c'est quoi? Asphyxier un pays. Nous avons des recettes d'exportation qui sont là. On parlera de l'économie tout à l'heure. Donc, je voudrais savoir, est-ce que lui, en tant que Français, en tant que chef d'État nouveau, en tant que représentant de la France, est-ce qu'il va oublier tout le passé, tout ce que les autres ont commis comme impair, les souffrances qu'ils ont eu à faire au continent, les affaires de l'immigration, les affaires des biens mal acquis et autres? Moi, je suis vraiment très prudent et j'espère qu'on insistera beaucoup là-dessus. Bien sûr. Moi, je vais quand même modérer un peu, le débat. Parce que nous tous qui sommes ici autour de la table, il ne faut pas oublier, que quelque part, nous devons beaucoup à la France. Hein? En tout cas, moi, personnellement, je dois beaucoup à la France. Parce que vous venez de citer des exemples. Tout à fait. Je dois tout à la France. Je suis devenu avocat là-bas. Et je peux vous dire que le barreau là-bas m'a ouvert les bras, alors même qu'à l'époque, je n'avais pas les papiers qui m'autorisaient à travailler sur le territoire national. J'étais étudiant. Exemple concret, ça. Exemple concret. C'est concret. C'est-à-dire que j'avais terminé mes études et il fallait maintenant prêter serment au barreau. Comment faire? Donc, je suis allé voir mon rapporteur. Je lui ai dit, ben voilà, il y a un accord de réciprocité entre le Bénin et la France, c'est vrai, mais il faut quand même, la citoyenneté. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, le barreau est très ouvert. Je ne l'oublierai jamais. Le barreau est très ouvert et nous sommes très heureux de vous accueillir. Et ça a ouvert les portes à une grande carrière là-bas. J'ai eu un grand cabinet là-bas. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai fait, puisque après j'ai défendu les sans-papiers là-bas, avec plus de 40 associations et partis politiques derrière moi, dans cette ville d'Amiens. Et d'ailleurs, des amis qui sont en responsabilité aujourd'hui étaient mes compagnons de dortoir. Ils se reconnaîtront. Et je leur adresse un salut tout à fait amical d'ailleurs. Donc il faut reconnaître ça, il faut être reconnaissant. D'accord? Et nous sommes les amis de la France. Donc dans une certaine mesure, la France défend quand même les intérêts de l'Afrique. Mais bien sûr, bien sûr, nous avons une communauté d'histoire. Nous avons une communauté d'histoire. Et cette histoire, c'est vrai qu'elle a il y a du bon, il y a du mauvais, mais il faut regarder les deux. Monsieur Marat, il faut regarder les deux et être objectif. Monsieur Saka, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans la mer. Vous n'êtes qu'un exemple. Il y a pas mal d'Africains. Non, attention, je ne dis pas que nous ne sommes pas les amis de la France. Quand la France joue au football, tous les Africains sont derrière la France, j'en suis conscient, mais je parle des enjeux purement économiques. Très bien. Je parle des enjeux purement financiers. On va revenir là-dessus, vous me donnerez raison tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Oui, monsieur Laleye. Sur cette question, ça me permet d'aborder un aspect qui m'est cher, en tout cas que j'ai la faiblesse de trouver assez important. En fait, on a une multitude de liens. Voilà, c'est jusqu'au niveau familial, quoi. Donc ça, c'est clair. Il y a ce background, il faut en tenir compte. Notre culture même en est.
Ce que je voudrais dire est un peu différent. Ce que je veux dire, c'est ceci. Nous avons la fâcheuse habitude, la mauvaise manie de rester à chaque fois, on a élu Obama aux États-Unis. Ah, qu'est-ce que l'Afrique peut attendre? Parce que c'est un noir. Voilà. Bon, heureusement, Trump est tellement clair que personne ne se pose la question le concernant. On a élu Macron, qu'est-ce qu'on peut attendre? Mais pourquoi qu'est-ce qu'on peut attendre? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être proactif? Faisons la politique de nos intérêts. C'est ça. Très bien. Faisons le respect que nous attendons des autres ne nous sera donné que quand nous nous serons montrés nous-mêmes à la hauteur. Oui, si nous faisons la promotion de nos intérêts, là, normalement, depuis longtemps, nos différents ministères des Affaires étrangères en Afrique, en tout cas pour ceux qui coopèrent avec la France, auraient dû savoir avant le grand public qui sont les hommes clés. Au moins des principaux protagonistes à l'élection présidentielle française. Et qui sait prendre langue. Au Bénin, nous avons la chance d'avoir 2 personnes qui jouent un rôle éminent aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on s'est organisé pour en profiter? Lionel Zinsou, c'est ça? Oui, Monsieur Niambosso, oui. Indépendamment de nos problèmes politiques, personnels et autres. Oui. Ça veut dire qu'on a a priori plus de chances que d'autres. On a au moins cette opportunité-là pour les sonder, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils voient les choses, quelles pourraient être les opportunités demain, qu'est-ce que vous pensez que nous pourrions faire, et s'organiser de sorte qu'au moment où le discours officiel commence à dire certaines choses là-bas, nous ne soyons plus surpris parce que nous serions préparés. Et nous aurions pris de l'avance sur les autres. Monsieur Mar. Non, monsieur Saka d'abord. Oui, alors je voulais juste rebondir sur ce que monsieur Laleye disait, et même sur ce que monsieur Youssoufou Saliou disait, même si on a un petit désaccord, vous l'aurez compris, oui, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, l'Afrique, il faut le savoir, est en position stratégique. Absolument. L'Afrique est en position stratégique. Et je vous invite à lire d'ailleurs un ouvrage de M. Glaser qui s'appelle Africa-France. Antoine Glaser. Pas France-Afrique, Africa-France, qui décrit aujourd'hui comment les pays africains sont aujourd'hui en position stratégique de pouvoir choisir les offres qui viennent à eux, à savoir les offres, vous avez parlé des Chinois, mais il y a aussi des Russes, il y a aussi des Brésiliens, les Turcs. Donc l'Afrique est en position de choisir. Très bien, on va entrer dans les sujets concrets. J'ai cité l'immigration, la lutte contre le terrorisme, on va parler de l'économie. Allons directement dans ces sujets-là. D'abord, immigration. Monsieur Laleye n'aime pas qu'est-ce que les Africains attendent, mais je suis obligé de poser la question de cette façon, même s'il n'est pas content. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de Macron pour la lutte contre... Rien. Je dirais rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis affirmatif. Rien. N'attendez rien. Que l'Afrique n'attende rien des Français sur la question de l'immigration. Ah bon? Je vous donne des exemples concrets. Oui. Quand Abdou Diouf, chef d'État sénégalais, ancien chef d'État sénégalais, président de la francophonie, disait dans l'émission La marche du siècle de Jean-Marie Cavada. Soglo a participé à cette émission. Merci beaucoup. Le président Soglo. Il disait ceci, moi je me rappelle comme si c'était hier, plusieurs années avant les drames que nous avons connus ces dernières années. Il disait, l'Afrique c'est comme une mer, quand elle va se déchaîner, vous allez vous rendre compte des conséquences néfastes pour la France et pour l'Afrique. Vous pensez à l'immigration? Je pense à l'immigration, je pense au drame de la Méditerranée. Oui. Les Africains, les jeunes Africains surtout, qui partent de leur pays, qui passent par la Libye, qui se jettent en mer, qui se tuent en mer. C'est dramatique. On ne peut pas l'arrêter. C'est dramatique. On ne peut pas arrêter le phénomène parce que c'est trop tard. Je vous parlais tout à l'heure des intérêts de l'économie, de l'aspect économique de la chose, de notre coopération. Nous devons insister beaucoup plus sur cet aspect-là que de chercher à voir... C'est-à-dire comment développer en Afrique Le développement, là, n'attendons jamais le développement de l'Afrique, de la France, de l'Afrique à travers la France. Cherchons à savoir... ce que nous pouvons apporter pour mériter, comme vous le dites, le respect de la France, pour prouver à la France que nous sommes capables. Et n'écoutez surtout pas, et ça c'est dangereux, ce que M. Saka a dit tout à l'heure en substance. Si vous pensez que les Africains... Moi je connais Youssoufou Saliou, il a toujours de l'énergie. Que vous citez comme modèle, ces Africains,
je n'exclus pas Lionel Zissou, hein. Je suis un grand ami de Lionel Zissou, je le respecte beaucoup, il a beaucoup de compétences, mais ne pensez jamais que Lionel Zissou va sacrifier les intérêts de la France pour l'Afrique. Jamais. Ne pensez jamais ça. Ce sont des cadres je ne sais pas comment aux vous faites ordres. pour entrer. Excusez-moi du peu, ce sont des cadres aux ordres. Je peux vous donner plein de noms de gens qui sont des cadres aux ordres. Merci. Je ne sais pas comment vous entrez dans la pensée, dans le tréfonds des hommes. Alors, moi je voudrais juste dire... Sur l'immigration, qu'est-ce qui est possible? Sur l'immigration et sur... Parce qu'il reste beaucoup de sujets. Tout à fait. Et sur les relations... Parce qu'il y a l'économie dont il a parlé. Sur les relations franco-africaines et sur l'immigration en particulier. Moi, je dirais que, oui, je suis d'accord avec vous, il appartient... Les jeunes vont continuer à mourir. Il appartient aux Africains de régler eux-mêmes, il nous appartient à nous-mêmes de prendre ce problème à bras-le-corps et de mettre en place les structures qu'il faut ici pour donner des emplois, du travail à nos jeunes, de leur expliquer aussi que de l'autre côté, quand ils vont de l'autre côté, il n'y a rien là-bas. C'est pas l'Eldorado, bien au contraire. Moi, j'ai défendu là-bas, vous savez, j'ai défendu des sans-papiers, des gens qui n'avaient pas de papiers pendant 10 ans. Ils sont obligés de se terrer dans les souterrains. Ils n'ont aucune existence légale pendant 10 ans, 15 ans. Donc, voilà, il faut que les structures soient mises en place au niveau, certainement au niveau de l'Union africaine, au niveau des pays africains, de chacun des pays africains, qu'il y ait des structures d'explication, de communication, d'information à l'endroit de nos jeunes pour leur dire, vous avez un continent qui est le continent de l'avenir. Et aujourd'hui, nous, responsables politiques, nous travaillons concrètement, nous mettons des choses en place pour vous et restez ici. Parce que quand vous partez, ce sont des forces qui partent, ce sont des cerveaux qui fuient. Et si tout le monde s'en va, qui va développer l'Afrique? Monsieur Lalaye, sur cette question. Je suis d'accord qu'il faut rien attendre sur l'immigration. Tout au plus, peut-être une forme d'humanisation au niveau de certaines procédures, mais humanisation qu'on voyait déjà un peu sous Hollande. Je pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose, d'autant plus que cette question n'est plus une question technique, n'est plus une question humaine, c'est une question politique en France. Voilà. Et vous savez que des gens en font leur fonds de commerce. Ceci a pour conséquence que même un président qui aurait des visées, je dirais, assez progressistes par rapport à cela, aurait en même temps peur que ce qu'il pourrait dire soit récupéré, même pas par l'extrême droite, déjà par la droite. Regardez, même avant la campagne électorale, le durcissement du discours de Fillon, par exemple. Parce que tout le monde a envie de draguer cet électorat-là. Donc, en matière d'immigration, je ne sais pas s'il en a vraiment parlé au cours de la campagne. J'ai le sentiment qu'il y a un minimum basique sur lequel tout le monde s'entend. Non, il a dit, puisque quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé quelque part qu'il disait qu'il était contre l'installation des camps de migrants au niveau du Maghreb. Humanisation. Voilà ce qu'il dit. Humanisation. Sur la lutte contre le terrorisme, là encore, qu'est-ce qui pourrait changer? Barkhane, pas totalement fini, puisque les terroristes continuent d'une manière ou d'une autre. Sangaris, qu'est-ce qui peut changer avec Macron? Je pense que Macron, par contre, si vous avez bien entendu son discours, il a mis en priorité au niveau de l'Afrique le Sahel. D'accord? Le Sahel. Donc ça veut dire qu'il prend conscience. Il n'a même pas le choix. Il n'a pas le choix, de toute façon. Donc il a pris conscience de l'existence du danger qui est toujours présent, qui est toujours là. Et que je pense que Sangaris, Barkhane, je pense que ces opérations vont être maintenues dans la mesure du possible, parce que de toute façon, il faut que ces opérations soient maintenues, et que malheureusement, au niveau de l'Afrique, a-t-on les moyens aujourd'hui, matériels, humains, les ressources, pour pouvoir endiguer la menace terroriste? C'est la question que nous aussi, nous devons nous poser. Bon. Ces opérations doivent être maintenues, mais nous, peut-être qu'il faudrait travailler aussi pour pouvoir commencer par pouvoir assurer notre propre sécurité. Ça veut dire que c'est excellent. C'est excellent ce qu'il vient de dire. Pour une fois, vous entendez? Non, c'est vrai, c'est excellent ce qu'il vient de dire. Moi, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que, une fois encore, tout se passe à Dakar. Moi, j'étais à Dakar à la conférence sur l'immigration, la sécurité et la paix. À cette conférence, il y avait le président
de la Mauritanie, il y avait le président du Tchad, il y avait le président du Sénégal, il y avait le président du Mali, notamment. Oui, monsieur Mohamed, Voilà. ça veut dire que si je suis ouais, la logique le raisonnement de monsieur, ça veut dire que monsieur Macron est tenu de travailler avec des chefs d'État comme Idriss Déby. Voilà, je vais aller plus loin en vous disant que... Regardez par exemple. Même ici au Tchad, voilà. qui a reçu Marine Le Pen, qui est un choc pour nous. Donc Macron va devoir travailler avec. Il est obligé de travailler avec des présidents comme Idriss Déby. Il est obligé de travailler avec une bonne partie des chefs d'État de l'Afrique, surtout ceux qui sont actifs sur ce sujet-là. Même Nigeria, même si sur la question des droits de l'homme, il y a à redire. C'est deux choses différentes. C'est à ça que je faisais allusion dans mon premier propos, en disant que Hollande a été rattrapé par un certain nombre de réalités. Aujourd'hui, si vous dites que vous allez chercher à vous débarrasser d'Idriss Déby, vous voyez tous les problèmes que ça cause. C'est encore l'armée qui, même sans l'aide des autres, est encore le plus à même aujourd'hui de faire face aux différents groupes djihadistes. Et qui vole au secours des autres, qui va appuyer le Nigeria, qui va appuyer les différents pays. Vous avez tout à fait raison. Donc, vous avez des raisons stratégiques aujourd'hui qui malheureusement font que les raisons de démocratie pure, de droits de l'homme passent au deuxième plan. Et juste un mot pour vous dire. Juste un mot parce qu'on va passer à l'économie. Idriss Déby a été la vedette de ce sommet-là. Parce que c'est le chef d'État africain qui, au cours de ce sommet, a eu le courage de dire à tout le monde publiquement qu'il avait prévenu Sarkozy concernant la Libye, que ce qui se passe aujourd'hui, Sarkozy devrait avoir quelque part emporter la responsabilité. Et c'est une lourde responsabilité parce qu'il avait prévenu. Il lui a dit attention, danger, danger, ce que vous êtes en train de faire, ça va exploser dans tout le Sahel. D'accord. Et il a été applaudi longuement. Même le président Macky Sall, qui était l'hôte du sommet, a été oublié. Parce que tous les journalistes... Et on va passer à la question économique fondamentale parce que le temps avance. Monsieur Saliou Issoufou n'aime pas les citations. Il dit que les citations, ça engage ceux qui les prononcent. Macron a dit, quand on lui a posé la question, pendant qu'il était encore candidat, quel est votre programme pour l'Afrique sur le plan économique? Il dit, je vais mobiliser plus de financement pour les PME africaines. Vous avez compris quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous y croyez? Lui, apparemment, il ne croit pas aux phrases. Alors, non, mais oui. Non, mais il y a une chose qui est claire. Oui. Et ce que vous dites, on l'a retrouvé un peu partout. Il a dit effectivement, je vais mobiliser du financement pour les. Il a même dit dès le G8, hein, le G20. Le G20, c'est en juillet prochain, hein, en Allemagne. Oui. Il a dit, il va tout faire pour mobiliser les partenaires pour que la question du développement durable en Afrique soit une priorité. Le G20, c'est déjà en juillet prochain. Donc, vous y croyez, vous? Non, mais attendez, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Bon. Les paroles valent ce qu'elles valent. Les paroles valent ce qu'elles valent. Et puis, je suis comme là-dessus, je suis résolument inscrit aussi à l'école de Saint-Thomas. D'accord. Je ne crois que ce que je vois. et jusqu'à présent, il faut dire que les politiques d'aide au développement que nous connaissons depuis l'indépendance, les plans que nous subissons depuis l'indépendance, où est-ce que tout ça nous a amené? Est-ce que nous avons réussi à sortir de nos difficultés? Bien au contraire, j'ai l'impression que nous nous sommes enfoncés. Ne serait-il pas temps de changer de paradigme? Ne serait-il pas temps, justement, si M. Macron, comme il le dit, excusez-moi, moi je ne lui donne pas un blanc-seing. Tout le monde l'encense aujourd'hui, mais moi, alors il y a la forme, hein, il a l'art de la rhétorique, il a l'art de la communication, il est bien entouré, mais il y a la forme, et le fond. Moi, je n'ai pas été convaincu par le fond. Concrètement, comment M. Macron va apporter ces mobilisations financières aux PME africaines directement? Je parie que là... Je dis bien directement. Je parie que vous... Il faut que l'argent arrive directement aux PME africaines. Merci à M. Saka. Oui. Je vous remercie infiniment. Parce que là, vous êtes... Moi, je répondrai à votre question en disant ceci. Il faut d'abord que M. Macron change vraiment la mentalité de tous les Français. Je dis tous les Français. Parce comment va-t-il pouvoir changer la mentalité? Cette mentalité-là. Un président africain peut-il changer la mentalité dans la tête des Français, dans la tête des dirigeants français, surtout qu'on ne pense pas que l'Afrique est la chasse gardée
de la France. Ben bon, je ne vois pas un président Voilà. Qui a changé la mentalité de je ses vais aller concitoyens. plus loin pour que vous suivez mon regard. Hein, D'accord. suivez mon regard. Ok. D'abord, à commencer par la gestion du franc CFA. Ah, on va en parler là tout à l'heure. On va en parler? Oui, tout de suite. Très bien. Je vais Ça, poser c'est- une question. c'est un très bon Si sujet. vous voulez, j'y vais en même temps parce que. Non, c'est un très bon sujet. Vous savez pourquoi? La question des PME m'intéresse D'accord, éminemment parce que On va revenir là-dessus. Je suis dans l'equity. Oui. Je suis dans l'equity. L'equity, Oui. c'est la mobilisation des fonds privés, justement destinés Ben, aux PME. vous croyez pas aux promesses de M. Macron? Bah, Monsieur Macron, si il était déjà dans l'action, je commencerai à le croire. On va le juger à l'action. Voilà. Vous y croyez d'un Pour le regard? moment, c'est de belles intentions. C'est ça. Tous ceux qui ont étudié le programme d'Emmanuel Macron en profondeur disent que sur un certain nombre de choses, notamment sur ces questions-là, que ce n'est pas très précis. Donc, il y a des intentions, mais comment est-ce qu'il veut les mettre en œuvre, comment est-ce qu'il entend les mettre en œuvre? Pour ma part, je note une chose, surtout quand il parle de l'Afrique, il s'adosse à l'Europe. Oui, il voudrait que la France soit pas la seule. Bien sûr, parce que ça régler les problèmes coûtera moins cher à la France et ça lui fera partager les risques d'un certain nombre de mesures avec l'Europe. Mais on sait très bien que l'Europe, exactement, a du mal à suivre dans ces choses-là. Si l'Europe ne le suit pas, que deviennent ses propositions? Et puis surtout l'idée en fait de Macron, pour décrypter un peu, essayer d'aller le chercher, de voir où est-ce qu'il veut en venir. L'idée de Macron, c'est de dire, bon, on défend l'Europe. Si on dit l'Europe, il faut être cohérent envers nous-mêmes et rester sur une matrice franco-européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas sortir, moi, en tant que France, aller directement sur l'Afrique, alors que je suis sur une matrice franco-européenne. Monsieur Sakali, une question qui va faire réagir Monsieur Yessoufou Saliou, je suis très sûr, mais je préfère la poser à vous d'abord, parce que c'est une question tellement sensible que je voudrais qu'on soit pédagogique pour que demain l'économie ne s'affole pas, etc. C'est la question du CFA. On cite parmi les gens proches de M. Macron quelqu'un comme c'est Michel ou Jean-Michel Severino, ancien directeur de l'AFD, qui est très proche de Macron et qui était à la manœuvre à la dévaluation du franc CFA en 1994. Tout à fait, on ne l'a pas oublié celle-là. Est-ce que c'est une inquiétude pour... Oui, c'est une inquiétude, parce que si vous voulez... Et je dis, soyons pédagogiques pour que les gens ne pensent pas... Pas de démagogie. Pas de démagogie, on ne dit pas que demain il y aura dévaluation. Non, on ne peut pas dire ça. Il faut être comment dire... Mais c'est une question qui est devenue une question d'actualité maintenant. Il faut donner des éléments d'information et de compréhension. Voilà. Donc, on a deux monnaies. Hein, on a l'euro et le franc CFA. Et deux économies qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Mais il y a une histoire, il y a un lien, il y a des accords, et on ne peut pas s'affranchir de tout ça. Et Macron est très européen, on le sent dans son discours. Tout à fait. Macron est très européen. Macron est vraiment le pur produit du système européen, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Et il est très attaché à l'euro. Tout son programme est très européen. Il se dit centriste, mais moi, c'est le centre droit, en fait. Hein. C'est la CDU allemande. C'est pour ça qu'il va aller voir Mme Merkel très vite. Mais voilà, pour en revenir au franc CFA, oui. moi je pense on va aller très vite parce qu'on est presque à la fin. Tout à fait. Moi je pense qu'on a on va nous donner encore 5 minutes. Aujourd'hui, parce qu'on a eu 5 minutes de retard. Aujourd'hui, et je rejoindrai le président Talon lorsqu'il dit que le franc CFA marche bien. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est difficile. Est-ce que c'est le moment de commencer à vouloir renverser les choses et aggraver la situation? Est-on, nous, avec nos économies qui souffrent aujourd'hui, capables de battre une monnaie et d'assumer les conséquences d'une monnaie? C'est une autre question. C'est une autre question. Non, c'est une question qui... Moi j'ai un point de vue tout à fait diamétralement opposé à ce que tu dis. Très rapidement. Très rapidement, moi ce que j'attends de Macron, c'est que Macron tienne compte, par exemple, de la déclaration choc de Trump. Trump a dit, la France est comme une sangsue pour l'Afrique. Ça veut dire une censure pour l'Afrique via le franc CFA. Il faut que la France ait le courage
de libérer, je vous cite, hein, je l'ai hein, dans mon téléphone, je peux vous le montrer tout à l'heure, de libérer l'Afrique. Pourquoi pense-t-il que la France est un poids pour l'Afrique? Il pense au franc CFA, il pense à ce que nous avons comme réserve à la Banque de France. Nous avons plus de 3 000 milliards d'euros à la Banque de France. Monsieur Saka n'est pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Monsieur Trump est l'ennemi de l'Europe. Oh là là. Monsieur Trump, oui, Monsieur Trump, attendez, Monsieur Trump, non mais il faut savoir qu'il y a une concurrence entre le dollar et l'euro. Si Monsieur Trump dit à la France de libérer le franc CFA, ah ben ça serait quelque part pour lui l'avantagé que de dire voilà, nous sommes libérés. Il y a des économies. Mes chers invités, on va à la Banque de France. À la Banque de France. On va conclure l'émission avec une question précise. Francis Batindé, elle était le premier à tirer la sonnette d'alarme. Notre compatriote. Il y a quelques années, j'étais à Dakar. Il a dit dans un article qui a choqué Charles Konabani, alors gouverneur de la BCEAO, en disant que l'argent de l'Afrique qui est logé à la Banque de France, cet argent-là se trouve sur le compte d'exploitation de la France et que cet argent-là devrait aider les Africains à résoudre des problèmes de chômage de jeunes, à résoudre des problèmes d'investissement. On va pas finir. Jusqu'à ce jour, on n'a rien vu. Il faut que les Français aussi... Alors, merci, moi. Oui. On finit l'émission là. On ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Attendez, du jour au lendemain. Ça fait des années. Attendez, monsieur. La monnaie unique a fait ça fait des années. Monsieur Youssoufou, excusez-moi. Peut-être qu'on peut y aller. Ça fait des années qu'on en parle. Oui, on vous a compris. Ça fait des années. C'est Sun Tzu qui disait, Sun Tzu dans l'art de la guerre, il dit que les meilleurs combats se gagnent sans désastre. Merci. On va conclure l'émission avec une question précise. Oui. Je commence avec Mohamed Yessoufou Saliou. On est à la fin de l'émission. On conclut avec cette question. Est-ce que Macron va réussir à changer l'image de ce que nous avons appelé tout à l'heure la France-Afrique? Est-ce que ça va changer? Moi, je le pense véritablement, je le pense sincèrement, et je profite de l'occasion pour lancer un appel. Je demande à Macron de tout faire pour aider les Africains à sortir de ce marasme-là, à sortir des problèmes du chômage des jeunes surtout, des jeunes sans emploi, à sortir des problèmes de recherche de financement. Parce que nous sommes en permanence à la recherche de financement. Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission. Juste un mot. Oui, un mot. Parce que le journal... je voudrais juste d'abord adresser mes vœux démocrates et républicains, et je le dis à bon escient, de réussite à M. Macron. Maintenant, faites vite. Maintenant, j'aimerais qu'il nous surprenne. Merci. Monsieur Lalaye, votre mot, en une fraction de seconde. Oui, je souhaite qu'il puisse joindre le geste à la parole. En tout cas, une chose est sûre, quand j'ai entendu son discours aujourd'hui, et ce qu'il tient depuis même, notamment le discours d'aujourd'hui, j'ai vu l'image qui se fait de la France, qu'il veut donner à la France. Cette image ne serait pas cohérente si la politique africaine de la France devait rester la même. Merci infiniment, nous sommes à la fin de l'émission. Merci aux téléspectateurs, merci à la régie, merci à la réalisatrice Christelle Sagbouan. À dimanche prochain.